allez bien, je suis très contente de vous retrouver en vidéo, ça faisait un petit moment, nous sommes désormais à la rentrée universitaire et scolaire et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon ridathon féminin ou de mon littérathon féminin, selon la version que vous préférez, qui est une initiative qui a été lancée par Antastasia Lit, à laquelle j'ai participé cet été. Et dans le courant du mois d'août, j'en ai profité pour lire 5 livres écrits par des femmes. Justement, c'est le but de ce projet et chaque livre appartient à une catégorie différente. Donc je vais vous les présenter et vous expliquer ce que j'ai pensé de chaque lecture. Donc tout d'abord, nous avons la littérature autrice étrangère. Et pour cette catégorie, j'avais très envie de relire la Cloche de détresse, en anglais The Bell Jar, de Sylvia Plath, qui est un livre que j'avais lu en français il y a déjà plusieurs années et j'avais l'impression que je n'en gardais qu'un très vague souvenir, à vrai dire ça faisait vraiment un moment et je n'ai pas du tout été déçue par cette relecture. Déjà de base j'adore la poésie de Sylvia Plath et là c'est vraiment un roman qui est devenu culte. Si vous avez lu L'Attrape-Cœur, pour moi c'est comme L'Attrape-Cœur, sauf que c'est une bonne lecture, c'est-à-dire que j'aime pas du tout L'Attrape-Cœur. Mais pour la Cloche de détresse, ça a été une très belle redécouverte. Au niveau du synopsis, nous suivons donc la jeune Esther Greenwood, cela se passe dans les années 50 à New York, qui est une jeune étudiante boursière extrêmement brillante qui obtient une bourse pour aller passer un été à New York et faire un stage dans un grand magazine de mode qui ressemble à s'y méprendre à Vogue, pour vous donner une idée générale. Donc une mode très bourgeoise, très féminine. Et petit à petit, elle va se mettre à avoir, aujourd'hui on dirait, des problèmes de santé mentale. Et dans le cadre du roman, c'est présenté comme une folie qui va petit à petit l'entourer, dans laquelle elle va sombrer. C'est une excellente représentation des problèmes de santé mentale. C'est un roman à clé, c'est-à-dire que Sylvia Plath a également vécu ses expériences. Si vous connaissez un petit peu Plath, vous savez qu'elle a été marquée par de nombreux problèmes de dépression, de bipolarité et elle en parle justement dans son livre très justement et avec finalement beaucoup de finesse, beaucoup d'empathie, tout en rendant très bien la dureté de ce que vit le personnage féminin, qui a de la peine également de passer de l'université au monde professionnel et qui se retrouve finalement complètement aliénée par cet univers bourgeois dans lequel elle évolue, où elle a énormément de pression professionnelle tout en ayant une certaine pression personnelle de se marier, de devenir femme au foyer, comme on s'attendait des femmes à l'époque. Donc excellente lecture, je pense que c'est réellement un roman coup de poing, on pourrait dire. En tout cas il m'a beaucoup marqué et je le recommande à tout le monde. Pour la deuxième catégorie, il s'agissait de lire des poèmes d'une poétesse. Pour ce faire, j'ai choisi The Wild Iris, je crois qu'en français ça a été traduit assez littéralement par l'iris sauvage, de Louise Gluck. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'elle a eu le prix Nobel de littérature en 2020 et qu'au moment où elle a reçu le prix, c'est vrai que ça avait fait un petit peu ça a été un petit peu un prix surprise parce qu'elle n'était pas vraiment dans la liste des personnes qui auraient dû, non ce n'est pas le terme, mais la liste des personnes qui sont fréquemment citées comme étant nobelisables. Si vous cherchez sur internet, il y a de nombreux auteurs et autrices. Et c'est vrai que c'est une femme qui écrit depuis maintenant plusieurs décennies, qui a été pas mal publiée dans les années 90, mais qui était peut-être un petit peu tombée dans l'oubli, en tout cas très peu traduite, et le prix Nobel de littérature, ça lui a permis d'être publiée en français chez Gallimard notamment. Donc elle est vraiment dans toutes les librairies désormais. Mais pour ma part, ça n'a pas été une très bonne lecture. C'est une série de poèmes écrits en free verse, donc en vers libre assez souvent, sans structure particulière, sans pesanteur, avec beaucoup de jeux de langage et de métaphores liées aux fleurs, comme le titre l'indique. La nature joue un très très grand rôle dans ce recueil de poèmes et tout est écrit à la première personne du singulier, c'est-à-dire que ce sont des poèmes très personnels, liés notamment à la vie de l'autrice, je pense, à des choses comme la santé mentale, comme l'immigration, comme la mort, comme la dépression, bref,
plein de choses qu'elle a pu vivre et dont elle parle dans ce recueil, mais j'ai presque trouvé ça trop personnel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où même tout du long finalement je me suis très peu identifiée à ce qu'elle disait, je me suis pas mal ennuyée, j'ai trouvé que c'était sympathique, il y avait une vision romantique de la nature, des fleurs. Je pense qu'objectivement il y a plein de qualités, notamment dans l'utilisation du langage qui est assez remarquable, mais pour ma part cela ne m'a pas transcendée et c'est un peu triste quand on lit de la poésie et qu'on n'en retire pas une certaine émotion soi-même. Je pense qu'il y a forcément une part émotive quand même assez forte dans la lecture de poèmes. Donc je peux comprendre que cela plaise, mais ça n'a pas été une très grande découverte pour ma part et je ne me suis pas sentie emmenée, enfin je ne me suis pas sentie transcendée par ces poèmes. Voilà. Ensuite nous avions la catégorie autrice prédatant le 19e siècle et j'ai un petit peu triché parce que j'ai sélectionné La femme auteur de Madame de Genlis qui a été publiée en 1802. Mais à ma défense, Madame de Genlis est une femme qui a essentiellement vécu au XVIIIe, qui a connu la Révolution française, qui en tant qu'aristocrate a dû fuir la France pendant la Révolution, est revenue au moment de la Restauration. Et elle a écrit cette très courte nouvelle, hein, je pense, ça fait moins de 100 pages quand même, ou tout juste 100 pages, où elle suit deux sœurs et une de ces sœurs, prénommée Nathalie, a un énorme talent de publication. Nous sommes dans la France pré-révolutionnaire et cette Nathalie se fait remarquer par plusieurs hommes à cause de sa belle plume. Et elle va finalement se faire publier et cela va très mal se passer pour elle, cela va un petit peu engendrer sa fin. On comprend dès le départ hein, qu'il s'agit d'un conte moral et ça a été une lecture très intéressante. Donc bien évidemment peut-être que lorsque l'on aborde un livre écrit par une femme sur la femme auteure, on a quand même bon espoir d'y trouver une vision positive de l'écriture et de l'édition féminine. Et ce que fait Madame de Genlis, c'est absolument le contraire, c'est-à-dire qu'elle pensait que si les femmes pouvaient écrire, elles devaient quand même se tenir à certains domaines et par exemple ne pas aborder des sujets trop contentieux, des issues liées à la moralité. Et donc elle ne met pas tant en garde contre la publication en soi, mais elle met les femmes en garde contre la façon dont Nathalie a publié, qui a été un petit peu abrupte, un petit peu naïve pour plein de raisons différentes. Et c'est vrai qu'il est très important lorsque on lit ce genre d'œuvre de contextualiser, hein, d'y remettre dans un contexte où les femmes étaient très rarement lues, très rarement publiées, où il y avait toute une aura morale qui posait sur les femmes lorsqu'elles avaient envie de devenir écrivaines tout simplement. Donc c'est une nouvelle très intéressante à lire pour mieux comprendre cette époque et mieux cerner toutes les pressions sociales qui pesaient sur les femmes et à quel point finalement c'était très difficile pour une femme auteure d'être reconnue à juste titre et à quel point on ne peut que avoir de la sympathie pour Nathalie lorsque on lit cette œuvre. Donc ça a été une lecture très courte mais vraiment une lecture sympathique. Je vous la conseille si vous voulez lire quelque chose, si vous voulez mieux connaître peut-être le 18e, parce que c'est un siècle que je connais très mal et à part Madame de Genlis et des extraits de Madame de Staël, niveau femme écrivain, j'ai vraiment très peu lu de cette époque. Donc voilà, une excellente lecture et j'étais vraiment contente de pouvoir découvrir cette femme de lettres. Dans la catégorie non-fiction, j'ai sélectionné Ultra Proust, une lecture de Proust, Baudelaire, Nerval de Nathalie Quintane. Et il s'agit donc d'un essai publié aux éditions La Fabrique que j'avais dans ma bibliothèque depuis un moment, parce que quand j'ai vu que les éditions La Fabrique avaient publié quelque chose sur Proust, j'ai été très surprise pour être honnête et je l'ai immédiatement acquis. Cet essai fait référence de façon générale à un article qui avait été écrit par Marcel Proust contre Sainte-Beuve, où il attaquait Sainte-Beuve qui était un critique littéraire extrêmement célèbre de l'époque et qui très souvent faisait une lecture critique des auteurs en essayant de comparer leur vie personnelle à leur écriture et en faisant toute une analyse derrière ça de l'aspect personnel de la littérature. Et c'était une vision à laquelle Proust s'opposait farouchement et il a notamment défendu Baudelaire et Nerval contre Sainte-Beuve d'une façon assez forte même. Sainte-Beuve,
Sainte-Beuve, bref, Proust a publié cet article qui est encore aujourd'hui très connu. Et Nathalie Quintane va reprendre certaines choses qui ont été élaborées dans cet essai pour défendre Proust aujourd'hui, pour essayer de comprendre pourquoi Proust a toute cette aura mythique qui l'entoure encore aujourd'hui et pourquoi cela peut entraver une bonne lecture de Proust, pourquoi beaucoup de personnes ont peur par exemple de lire Marcel Proust ou ne se sentent pas en mesure finalement de juger cet auteur tellement il est mis sur un piédestal. J'ai trouvé que c'était un essai très inégal, c'est-à-dire que j'ai trouvé très souvent que Nathalie Quintane partait d'idées assez provocatrices, qu'on sentait qu'il y avait une certaine érudition au niveau du fond, c'est-à-dire qu'elle connaît très bien ce dont elle parle, qu'elle va référencer, qu'elle va parler de plein d'auteurs critiques qui ont au fil des décennies discuté de Proust. Mais paradoxalement, c'était un essai qui se voulait être contre l'élitisme, contre une forme de snobisme peut-être que l'on retrouve en littérature. Mais j'ai trouvé son style très lourd et j'ai trouvé son style très difficile à décrypter. Donc à plusieurs moments, je trouvais que la lecture n'était pas fluide, que ça partait un petit peu dans tous les sens, où je devais reprendre certains aspects. Et au final, je suis sortie de cette lecture assez perplexe, sans étant trop certaine de ce que voulait dire Quintane. Alors peut-être que je ne l'ai pas lu avec assez d'attention, peut-être que j'ai pas le bagage littéraire, que j'ai pas encore le bagage littéraire nécessaire pour comprendre ce genre de pièces critiques, mais c'est vrai qu'à plusieurs moments j'étais juste confuse, j'avais l'impression que deux paragraphes très proches ne collaient pas forcément bien ensemble, alors que pourtant le but de cette œuvre c'était de discuter de Proust et de comment amener finalement Marcel Proust à un public plus large. Donc une petite déception, pas une mauvaise lecture en soi, mais pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Et d'ailleurs j'ai l'impression de me souvenir assez mal alors que je l'ai lu il y a seulement un mois. Ensuite il y avait encore une dernière catégorie, c'était la catégorie lecture libre, dans laquelle j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. C'est le dernier en date que je viens de terminer pour la fin août début septembre. Il s'agit, comme le titre l'indique, d'un roman autobiographique dans lequel Simone de Beauvoir va parler de sa jeunesse. Elle commence à son enfance et elle s'arrête à son agrégation en philosophie au début de sa vingtaine, dans un univers parisien, voilà, de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 20, aux années 30. Énorme coup de cœur pour ce roman, ça a été une lecture magnifique. Mon seul regret c'est de ne pas l'avoir lu avant, parce que Beauvoir vient d'un milieu social tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'elle vient de la bourgeoisie parisienne, elle vient d'une grande famille française, mais du côté de son père, son père va se retrouver complètement désargenté après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc elle va être un petit peu une transfuge de classe vers le bas, tout en maintenant toutes sortes de privilèges liés à son nom, tout en ayant accès à une éducation. Elle suit par exemple les cours désir avec d'autres jeunes filles de bonnes familles parisiennes, donc tout en ayant accès à toutes sortes de privilèges sociaux plutôt. Elle va se retrouver dans une position assez précaire et elle va avoir un certain regard critique envers son milieu social à partir de ça, c'est-à-dire que déjà adolescente, elle va commencer à se poser des questions sur son éducation qui est très rigide, éducation dans laquelle elle n'a pratiquement rien le droit de lire jusqu'à l'âge de 15 ans. On maintient vraiment certains classiques, certaines œuvres qui sont considérées comme des classiques aujourd'hui, comme par exemple Flaubert, à distance, afin qu'elle se concentre sur des œuvres religieuses, qu'elle continue son éducation surtout à travers un prisme très marqué par le genre, c'est-à-dire qu'on s'attend d'elle à ce qu'elle apprenne la Bible et qu'après elle se marie rapidement et qu'elle ait des enfants. Donc elle est dans ce milieu bourgeois extrêmement étouffant, mais en même temps à cause de la condition financière de sa famille, elle n'a pas de très bons espoirs de faire un excellent mariage. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. On sent Beauvoir qui évolue et qui finalement naît dans ce milieu qui va complètement disparaître après
première moitié du XXe siècle. Donc c'est extrêmement intéressant à lire avec un regard critique et en sachant ce que Beauvoir va devenir et ce que Beauvoir va accomplir dans sa vie. On y retrouve notamment sa rencontre avec Simone Weil, on y retrouve sa rencontre avec Jean-Jacques, oh là là, avec Jean-Paul Sartre, j'allais dire avec Jean-Jacques Rousseau, non, avec Sartre bien évidemment lorsqu'elle étudiait à la Sorbonne. On y retrouve son amitié avec Zaza, Elisabeth pardon, dite Zaza, qui va également être déterminante, et c'est finalement un excellent tableau de l'univers de la bourgeoisie parisienne du début du XXe siècle. Donc une excellente lecture qui était prenante. Beauvoir, elle a une plume qui est excellente finalement, elle réussit à faire des descriptions que j'ai trouvées extrêmement romanesques, par exemple de sa maison de famille à Mérignac lorsqu'elle est petite, donc avec tout un lien avec la nature, tout en étant parfois très pointue, très acerbe lorsqu'elle parle de certains personnages qui l'entourent. Donc c'est complet, c'est bien construit, on s'ennuie à aucun moment, on a toujours envie de continuer, de voir comment elle va évoluer également. Donc une très bonne lecture, et j'étais vraiment contente, je suis vraiment contente d'avoir pu enfin finalement découvrir Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, avec maintenant Mémoire d'une jeune fille rangée, et j'ai très envie de lire la suite, La force de l'âge, où elle va parler de son travail d'enseignante et de la Seconde Guerre de la période avant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Donc vraiment pour moi ça a été mon coup de cœur, avec Plath qui était tout de même une relecture, mais ça a été ma meilleure lecture de ce littérature féminin. Voilà, donc je suis très contente de revenir vers vous en vidéo. J'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a donné certaines idées, même si certaines œuvres étaient peut-être un petit peu mitigées. Je pense qu'elle risque tout de même de plaire à une partie d'entre vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu cet été, si vous avez participé ou non au littérature féminin, si vous avez participé au littérature féminin, ce que vous avez lu. J'ai très hâte de vous retrouver en vidéo prochainement, et jusqu'à là je vous dis portez-vous bien, bye bye.